Bonjour à tous, toute l'équipe de Mosaïque s'associe à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Pour commencer, en 2015, nous vous proposons aujourd'hui le meilleur de notre rubrique Tendance. Voici la sélection de Guillaume Dumonteil, hommage à la nature et aux animaux. Tu attends, cherche. Doucement, frappe, là, doucement, doucement, pas toucher, pas toucher, pas toucher, voilà, ça c'est... Qu'est-ce que c'est? Pour ce qui est de recherche de personnes disparues, le flair de nos animaux aide énormément les enquêteurs pour retrouver les personnes. Et nos autres animaux en recherche, que ce soit le stupéfiant, les armes ou l'explosif, nous permettent un gain de temps très important et précieux pour les enquêteurs. Voilà, pas touché. Très bien, voilà. Nos missions sont variées. Nous travaillons donc avec nos chiens pour effectuer diverses missions telles que des perquisitions. Mais nous sommes également amenés à employer nos chiens pour des maîtrises de malfaiteurs ou maîtrise de chiens classés dangereux pour rentrer dans des appartements. Ça nous permet de travailler à distance en sécurité et le côté dissuasif de l'animal permet bien souvent d'interpeller les personnes avant d'arriver à la phase de mordant pur. Ce sont des chiens qui, chez nous on appelle ça le conditionnement, qui sont conditionnés, dressés pour justement attaquer lorsqu'on leur demande, dans certains cadres toujours. Mais à côté de ça, une fois que le travail est terminé, l'animal redevient comme un agneau. Le chien, donc, à l'âge de 9 ans, lorsqu'il atteint l'âge de 9 ans, si la santé va bien jusque-là, effectue une visite médicale et nous plaçons le chien à ce qu'on appelle la réforme et va finir ses jours chez son maître. J'ai commencé avec les oiseaux depuis tout petit, depuis mon plus jeune âge. Mes parents avaient toujours des oiseaux et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Bon, là à l'extérieur, j'ai des calopsies, des bonnets bleus, des grands alexandres, du collier, des péruras, des omnicolores, il y a du nandé, il y a quelques inséparables, il y a des bourques, j'ai aussi quelques canaris, quelques mandarins, des moineaux du Japon, un Patagonie. Le trois quarts, ça vient d'Australie ou d'Amérique. Tout ce qui est un peu plus bruyant, ça vient d'Amérique. Ça mange un peu tout quand même, les oiseaux. Des graines grande perruche, avec du tournesol, il y a du mélange perroquet. Ensuite, il y a tout ce qui est fruits et légumes, pommes, oranges, des pissenlits, parce que là, ils tiennent tout l'hiver dehors. Hein. Je veux dire, il faut juste bâcher un peu les côtés pour qu'il n'y ait pas de courant d'air, mais à part ça, ça tient très bien dehors. Hein. Ici, personnellement, la volière est fait 10 sur 10. La hauteur, on a 4,50 m. L'agrandir plus grande, non, parce que là, je prends toute la place qu'il y a déjà à l'arrière de la maison, ou pratiquement. Mais bon, on a l'intention de faire des nouveaux box et des trucs à l'intérieur, tout à fait. Après, on a les contraintes, on ne part pas en vacances, hein, c'est un peu logique. Hein. Il y a quelques contraintes. Depuis 7 ans, je suis entré dans le club, la fidélité. Et je suis rentré en 2007. 2009, je suis devenu président de l'association. Et puis là, depuis, on essaie de faire toujours un peu mieux, quoi. Hein. On va quand même en Hollande, en Belgique, en Allemagne, voir des expos. Alors je pense quand même qu'on passe quand même... on fait pas mal de routes, disons, dans l'année, rien que pour aller voir les oiseaux, quoi. Allez, tu viens? Viens. Allez, au boulot. En 2011, j'ai déposé le projet à la direction de la masse de Petite Rosselle. Donc le directeur a accepté. Et puis ça fait 3 ans que tous les jeudis après-midi, nous venons à la SPA de Sarreguemines. Et puis avec un groupe de résidents, 3 à 4 personnes.
encadrés par les éducateurs ou les aides-soignants ou les aides médico-psychologiques. On voit que le résident est plus calme, plus détendu, et c'est cette relation avec l'animal qui nous plaît ici à la SPA. Voilà, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup moins stressés quand même, nos résidents. Il faut quand même parler d'une médiation, mais pas d'une thérapie. C'est quand même ici un moment de détente qu'on partage entre l'humain et l'animal. On s'est aperçu que certaines personnes qui avaient les stéréotypes, les résidents notamment, quand on venait à la SPA, qui caressaient les chiens ou qui promenaient les chiens, les stéréotypes n'existaient plus. Ce sont des gestes répétitifs et constants. Alors, dans la convention, on a quand même demandé d'avoir des chiens dociles et en général, on les a à toutes les séances. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On essaye de faire plaisir à chaque résident. On sait qui aime les chats et qui préférera les chiens. Ça plaît à, on va dire, 80% de nos résidents, donc on est quand même satisfait. Non, elle aime bien tes caresses. La naissance du projet, c'est tout simplement quand j'étais petit, je voulais reprendre la ferme du grand-père. Et par hasard, pendant mes études agricoles, j'ai rencontré un éleveur de bisons. Et quand là, j'ai vu les bisons, je suis tombé amoureux. Donc je me suis dit, ce sera le bison et rien d'autre. Donc là, c'est vrai qu'après, suite à différentes recherches, je suis allé voir différents éleveurs, en Europe principalement. Et bon, c'est vrai qu'après avoir travaillé dans certains élevages, voilà, je me suis décidé à faire venir quelques bisons ici et commencer l'élevage sur Petit Réderchin. Les premiers bisons sont arrivés ici en janvier 2008. Donc là, il y a 20 bisons qui sont arrivés, un mâle reproducteur. Et après, par la suite, c'est pareil, hein, pour monter un élevage de bisons, il faut du temps parce qu'on ne peut pas tout acheter au même endroit. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai acheté quelques animaux par-ci, par-là, dans différents élevages. Ce sont que des bisons d'Amérique. Hein. Donc, en France, le bison d'Europe est une espèce protégée. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on ne trouvera que le bison d'Amérique dans les élevages. En ce moment, il y a environ 180 bisons et c'est vrai que le bison, c'est un animal, on va pas y aller pour le changer de parc tous les jours ou quoi que ce soit. On a des grands parcs, mais par contre, c'est une surveillance qui est très importante. Hein. On va passer le plus souvent possible dans les bisons avec le quad principalement pour aller voir justement s'il n'y a pas d'animal qui est isolé, s'il n'y en a pas qui est blessé ou ce genre de choses. Le bison est un animal mythique justement et qui par ses instincts naturels est très agréable à observer. C'est-à-dire, rien que la période de naissance, hein, c'est une période où on va quasiment pas intervenir et c'est vrai que là, on va toujours regarder quand même que le bison arrive bien à boire et tout ça, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus l'instinct que le bovin ou d'autres animaux parce que c'est un animal sauvage. Ouais. Depuis le lancement de cette rubrique en septembre 2014, Thomas Drouin a poussé les portes des ateliers d'artistes autant que des salles de répétition de groupes de musique. Voici son best-of tendance, art et culture. D'arriver à allier texte et musique, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui demande un peu de maturation. C'est aussi pour ça, je pense que beaucoup d'artistes prennent du temps à créer un album ou à créer des morceaux, parce que ça vient pas forcément tout de suite tout seul. Je fais de la musique depuis une vingtaine d'années.
presque. J'ai commencé avec du pop rock et petit à petit je me suis tournée vers la musique pop folk et world et je compose mes propres morceaux. Les compositions c'est très variable, soit les musiciens me proposent parfois des accords qui se suivent et qui sont sympas, est-ce que tu aimes, est-ce que tu verrais quelque chose là-dessus, et on essaye un petit peu de créer un morceau ensemble. Ou alors avec un texte, j'explique un petit peu l'idée, quel est le ressenti de ce texte-là, et on essaie de travailler ensemble. Et voilà, tes yeux dans les miens, de tout temps, c'est mon cœur que tu viens. Je pense que l'art et la musique, c'est vraiment une façon de partager des idées, des rêves, peut-être de mettre en mots, en sons, ce que des gens ressentent, ça ce serait l'idéal. Sourire donné, partager, senteur spirituel. On est en train donc de peaufiner, de terminer l'album final qui devrait comporter 13 ou 14 morceaux. Je trouve ça beau justement moi dans les CD d'avoir quelque chose qui donne envie d'acheter un CD plutôt que de télécharger une musique. Il y a ce côté un peu sensuel et visuel que moi j'aime beaucoup. Et donc j'espère qu'on arrivera à rendre ça et dans la musique, peut-être par les détails qui peuvent apporter des couleurs aussi au son, aux oreilles avec différents instruments world, mais aussi avec le design de la pochette de l'album. On n'a jamais fini d'apprendre. On est toujours débutant dans la peinture. Techniquement, j'ai beaucoup travaillé la couleur, j'ai travaillé la couleur optique, ce qui fait qu'il y a après une richesse de couleurs qui se fait, quoi. Tout le problème, c'est de rendre le tableau vivant. Tout se passe dans la couleur, dans le mélange des couleurs, le rapport de couleurs, c'est-à-dire je pose un bleu, qu'est-ce que je vais poser à côté? Est-ce que je vais lui mettre un rouge? Est-ce que je vais lui mettre une couleur plus forte, une couleur froide? Donc tout se passe dans la recherche de la couleur, quoi. Et en fin de compte, un tableau se construit, c'est à partir de la ligne, à partir de la couleur, de la surface, les rythmes. Les rythmes, c'est très, très important dans le tableau. Et il y a la lumière. Alors, il y a deux sortes de lumière. Il y a la lumière qui est artificielle et la lumière intérieure. Et dans le tableau, pour que le tableau soit vivant, il faut que la lumière soit intérieure. Quand je fais de la peinture à l'huile, cela me donne une richesse en couleurs et cette richesse de couleurs me permet de l'appliquer en aquarelle. Et le fait de faire de la gravure est un plus parce que ça nous apprend à créer des lignes, faire un travail de ligne. Donc la gravure m'aide en dessin pour la peinture à l'huile et pour l'aquarelle. Les choses qui sont différentes, elles ne sont pas forcément bonnes ou pas bonnes. C'est pas là qu'il faut s'interroger, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est différent et qu'on essaie de comprendre pourquoi c'est différent. Je suis un artiste monumentaliste, donc artiste plasticien. Ça veut dire que je peux utiliser tout type de matériaux, mais principalement les aciers, pour réaliser donc, des sculptures monumentales. En monumental, les aciers, ils ont un aspect, c'est il n'y a pas de limite. Les aciers, c'est une grande famille, mais dans les aciers, ce qui m'inspire le plus, c'est les aciers inox. C'est une matière, elle peut être presque vivante. En mettant des expressions artistiques en dehors des musées ou des expositions, on arrive à s'interroger. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi il y a ça?
Et ça, c'est formidable pour les générations futures. Chacun de nous est un grand enfant. Avec l'âge, on perd une partie de la forme créatrice que chacun a en nous. Il faut laisser ressortir cette partie un peu infantile qui est au fond de nous, cette insouciance qui permet justement d'abattre toutes les portes et les stéréotypes. Je ne fais pas ça pour essayer de plaire à tout le monde. Une chose est sûre, c'est que je fais peut-être ça pour essayer d'interroger tout le monde et qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes. Moi, j'ai commencé tard avec une dame de Neunkirch qui s'appelle Franche Wider, un personnage adorable et qui peignait et qui m'a demandé de venir peindre. Alors je lui ai dit que non, que je n'y arriverais pas. Et ça, il ne faut jamais dire. On est capable d'un tas de choses au fond de soi. Je crée uniquement d'après mes émotions. Donc quand je pars, je ne sais pas où je vais. Et c'est ça qui me plaît. Parce que copier des pommes, ben, c'est des pommes. Alors je sais déjà que je vais faire une pomme, alors ça m'ennuie. Alors que si je commence quelque chose, je ne sais pas du tout où je vais, eh bien au fur et à mesure, ça avance et ça surprend. Il y a des fois des histoires dans les tableaux et c'est ça que je trouve bien. On va prendre un peu de recul. Le blanc que vous avez mis donne la structure, la lumière et l'ombre, et va faire en sorte qu'il y a une force dans le tableau, un rythme qui se met en place. Et ça ressort beaucoup mieux parce qu'il y a le clair. Quand on sent que le tableau, on l'a bien réussi, ben, on a envie de le garder, mais c'est ceux qui partent en premier. Mais ça me fait des fois mal au cœur, parce que j'ai déjà eu des tableaux que j'aurais franchement pas voulu vendre, mais c'est aussi une façon de se stimuler, de dire voilà, ben, j'ai vendu le bon tableau, maintenant il faut que j'en refasse un bon. Pour terminer ce programme, voici une sélection de sujets qui parlent de pratiques dans l'air du temps. C'est la séquence mode déco. Mes parents étaient charpentiers, ils exploitaient une petite menuiserie, scierie, et je suis un peu né dans les copeaux. Et à la retraite, à 61 ans, je me suis mis, comme ça, par le plus heureux des hasards, à fabriquer des jouets avec l'arrivée des petits-enfants. Pourquoi le jouet? J'y trouve vraiment un bonheur. Hein. Créer un nouveau jouet, comme le petit bonhomme articulé, j'ai vraiment passé 8 jours, je ne vais pas dire d'euphorie, mais jusqu'à ce qu'il était au point. C'était un bonheur de le faire. Je suis un peu dans ce filon-là, c'est-à-dire retrouver cette ambiance de l'ouvrier paysan qui fabrique à la maison, avec ses petits matériaux, avec ses outils simples ou ses machines simples, un jouet qui aussi est souvent fait en présence de l'enfant et sur la demande de l'enfant. Ça, c'est mon jouet favori. C'est un avion biplan que j'ai commencé à fabriquer il y a 6 ou 7 ans. L'origine de l'avion vient, c'était mon petit-fils qui voulait un avion. Il avait vu le film L'As des As de Gérard Houry avec Belmondo. Papou, fais-moi un avion. Et je lui ai fabriqué un avion. Et comme c'était le premier avion et comment faire, j'ai simplement pris une branche d'arbre. Et autour de cette branche d'arbre, j'ai fixé des planchettes que j'ai récupérées d'une caissette de vin. Et je lui ai fabriqué cet avion un peu dans ce style-là. Et cette façon de faire a été honorée par la médaille d'or du concours Lépine à Strasbourg en 2011 pour la façon de faire, c'est-à-dire ils ont appelé ça le jouet en bois façon grand-père.
ma manière de faire, on ne peut pas en vivre. Et c'est pour ça que c'est un jouet façon grand-père. Mon bonheur est de le faire et de partager ce bonheur envers l'acheteur et surtout envers l'enfant. Ceci est aussi une récompense. Elle n'est peut-être pas financière, mais elle est très appréciable lorsqu'on voit un enfant qui prend un jouet et que son regard est épanoui. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Salut, Marglat, donc originaire de Lemberg, et j'ai monté mon entreprise pour faire des bobeurs et des cafés rasseurs. La moto, ça commence avec les bobes. À l'époque, c'était pas comme maintenant. À l'époque, on roulait en bob, on avait 12 ans, 11 ans, 12 ans. On récupérait des vieilles bécanes et on s'est retapé, on roulait avec ça en forêt. Et à l'âge de 18 ans, c'était permis, voilà, les routières, la vitesse, très dangereux sur route. Donc faut bien et c'est là que j'ai pris la décision de faire des courses de côte. J'ai fait ça pendant 10 ans en parallèle du championnat de Open 250. J'avais pas de mécano, donc j'ai préparé mes motos moi-même. Les nouvelles conventions, les nouvelles normes et tout ça, la vitesse, les sportifs, ça marche plus, quoi. Les gens sont plus orientés vers les cafés rasseurs, les bobeurs ou les roadsters. Et donc je me suis dirigé vers cette direction justement, qui est aussi ma passion de modifier, de créer des motos à mon image, quoi. Des bécanes qui me plaisent, où je ne recherche pas la vitesse ni les performances, mais qui soient vraiment spécialisées et qu'il n'y en ait pas deux sur le marché, quoi. C'est des motos uniques. Moi j'aime bien faire un mélange ancien nouveau, comme un GSXR, les anciens modèles Air Wheel, où on met du bon matos dessus, du matos neuf, mais tout en respectant l'image de la moto café racer. Il y a beaucoup de gens qui ont roulé des sportives, qui sur 50 derniers qui ne veulent plus et justement qui se dirigent maintenant vers ce genre de mécanique. Ça vient de plus en plus. Alors, c'est dans 10 ans en arrière, il n'y avait pas cette folie des cafés racer bobeurs, c'est venu d'un coup. C'est grâce à mon fils que j'ai commencé le bobeur. C'était la moto à la base, c'est lui qui voulait un bobeur et c'est grâce à lui qu'on a commencé à faire ça. L'investissement n'est pas énorme, mais là c'est vraiment les modifs qu'on a fait, on a tout fait nous-mêmes et là c'est beaucoup de boulot, quoi. Les motos, comme on dit, à la carte, selon le budget, quoi. Ça va de 3 000 à 10 000, il n'y a pas de limite, quoi. En fonction des pièces qu'on a envie de mettre dedans. En fonction des pièces, de beaucoup de choses, quoi. Salut, je m'appelle Frédéric Metzinger, je travaille chez Geco Boutique et je suis tatoueur. Riders on the storm. Riders on the storm. Ça a commencé très tôt, à l'âge de 12 ans et demi. J'ai commencé à me faire des petits tatous à la main. Je voyais les tatouages des groupes de hard rock, ce qui m'inspirait un peu, donc je dessinais beaucoup. À l'âge de 13 ans et demi, je me suis fait faire mon premier tatouage à la main. Je me suis dit, j'aime le dessin, j'aime le tatouage, un jour je serai tatoueur. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Ils demandaient un numéro de tiré pour acheter du matériel. Donc il fallait avoir déjà de bonnes relations avec un tatoueur pour pouvoir avoir un minimum de matériel. J'ai commencé à tatouer comme ça chez moi à la maison, mes amis. J'ai rencontré une autre personne qui lui m'a dit, tu veux apprendre à tatouer ? Ouvre un salon et je t'apprends à tatouer. Donc j'ai ouvert un salon à Saarbrück en échange d'un apprentissage de tatouage. C'est un effet de mode. Actuellement, on n'est plus dans le même esprit qu'il y a 10 ans. À un moment donné, je me suis étonné à quel point c'est devenu banal. N'importe qui, surtout des gens d'un certain âge, j'ai commencé à me poser des questions. Simplement, on voyait des gens qui ont de la notoriété passer à la télé, des gens respectés, respectables, être tatoués. Il faut quand même se dire c'est la vie. On pourrait le regretter un jour. Souvent, il y a des parents en compagnie avec des mineurs de 16 ans qui auraient le droit de se faire tatouer. Je refuse. C'est par principe, je fais comme ça et j'ai toujours fonctionné comme ça, quoi. J'ai formé quelqu'un qui travaille avec moi, qui travaille très bien. C'est un boulot à plein temps, quoi, vraiment.
C'est une passion qui peut même causer des problèmes à mes entourages parce qu'on n'est plus qu'on vit par le tatouage, quoi, hein. Enfin, moi personnellement c'est ça, quoi, hein. Bonjour, je m'appelle Nadine Verlet, j'ai 30 ans, j'habite à Mbar et je suis professeure de danse à l'école Wonder Pole Fitness à Sarreguemines. La pole dance, c'est une danse acrobatique autour d'une barre qui allie en fait danse, souplesse, grâce. J'ai découvert la discipline à travers d'une vidéo de Michael Jackson et en fait ce qui m'a accroché, c'était cette force qui paraissait tellement facile en fait. J'ai fait des études dans la communication et dans l'image. Et en parallèle à ça, j'ai découvert la pole dance dans le domaine. J'ai vraiment très vite évolué. Et en fait, comme il n'y avait rien dans la région à part Nancy et Strasbourg, j'avais personne avec qui partager ma passion. Donc du coup, j'ai voulu créer un cours dans les salles de fitness. Et c'est là qu'on m'a dit qu'il fallait un diplôme pour pouvoir enseigner dans le sport. Donc du coup, j'ai passé un diplôme au CREPS et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à ouvrir ma salle. Je ne dis pas que je vais faire de la pole pour faire des démonstrations. C'est vrai que moi, je suis de plus en plus demandée, justement parce que la discipline commence à se faire connaître. Internationalement, c'est très répandu, hein. Il y a des compétitions déjà depuis plusieurs années dans le monde entier. Et grâce aux médias, pour une fois, on est en train de développer une bonne image du sport. C'est un sport qui apporte énormément. Ça permet en fait d'être sûr de soi, de se surpasser et de se dire je ne suis pas plus nulle qu'une autre. C'est la fin de ce programme. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve lundi dès midi pour le 30 minutes de Mosaïque. Excellente journée à toutes et à tous.